Marie-Christine, difficile ce matin de quitter ma couette. Un rhume m'a attrapé. Ah, je traverse. Ah, ça fait partie effectivement des aléas à traverser dans une période comme ça où effectivement de, de sadhana sur un si grand nombre de jours, ça augmente la possibilité, la probabilité que qu'on tombe malade ou quelque chose comme ça. Voilà, effectivement, mais comme tout le reste, ça aide, ça ôte pas à respirer. C'est parce que tu as le nez bouché que tu dis ça ôte pas, ça ôte pas à respirer. Ouais, ça aide pas à respirer, c'est sûr. Et oui, bah, comme tout le reste, à traverser, à observer. Et comme tout le reste, ça enseigne aussi. Sabine Satnam, très grand merci pour cette sadhana. Moi, je n'ai pas eu le temps de prendre ma douche froide, mais j'ai commencé à l'heure. Ok. Bon, on peut considérer que la douche froide est, comment, fait partie de tout le rituel, quoi. Et du coup, on peut aussi se dire bon bah tant pis, je serai un tout petit peu en retard, mais en retard la pratique elle-même, mais la douche froide, si ça fait partie du rituel qu'on s'est mis en place, et c'est ce qu'on vous préconise, ouais, ça peut aussi voilà, décaler un peu. Là, le truc en plus, c'est qu'on a rendez-vous ensemble, donc voilà. Mais ça m'est arrivé plein de fois aussi en festival, en stage un peu moins, mais je me rappelle pas bien en stage de ça, mais en festival, ça m'est arrivé souvent d'arriver en retard sur le Japji, quoi. Bon, bah voilà, c'est parce qu'il y avait la queue à la douche, etc. Enfin, et que ça fait des allers-retours à la tente. Et, j'avais du mal à estimer le temps qu'il me fallait pour arriver à l'heure. Et voilà. Et en fait, bon, quand on arrive en retard sur le Japji, en tout cas, bon, c'est pas un sacrilège, quoi, hein. Dominique. Alors oui, donc Dominique, c'est Dominique qui conseille Ravinsara pour le rhume, hein, mais bon, peut-être Marie-Christine, tu connais ça déjà, mais c'est vrai que Ravinsara, moi, à chaque fois, ça, c'est vraiment puissant, hein. À renifler sur un mouchoir, et une goutte dans une cuillère de miel, dans une tisane. Enfin bon, après, des fois, c'est pas. Mais oui, une goutte sur une cuillère de miel, plutôt deux. Ah, ça, ça secoue un peu à l'intérieur de la bouche, mais c'est quand même sympa. Et puis, ouais, après, c'est des inhalations, quoi, quand on est bien bloqué. Il y a Ravinsara, il y a un mélange de Ravinsara, menthe poivrée et titri, je crois. C'est ça qu'on fait, il me semble. Dominique Satnam, Brice Satnam à tous. Est-il possible de préciser pendant combien de temps la formation Prenez en main votre bien-être et pas santé sera disponible pour celles et ceux qui l'ont? Ah, à vie, à vie, à vie. Ça, c'est. Ouais, tous ceux qui l'ont depuis et même ceux qui vont l'avoir là, c'est à vie. C'est ça le principe de ce programme. Et donc c'est ça aussi, c'est que là, bon, c'est la dernière fois qu'on va vendre ce programme de cette manière-là. On va peut-être réutiliser ce programme dans ce qu'on va proposer par la suite, mais avec une autre manière d'accompagner plus proche, quoi, voilà, avec plus de rendez-vous sûrement. Enfin, on va voir, on est vraiment au tout début de la réflexion autour de ce truc-là. Euh, mais voilà, donc oui, oui, ceux qui l'ont, c'est à vie. Douche froide, ça te réveille, tu es plus lucide. Oui, oui. Et Sabine, oui, oui, c'est bien vrai. Merci pour vos gentils conseils, Marie-Christine. Ok. Avec plaisir. Et merci à tout le monde.
Ah, Gilbert qui dit un beau cadeau à se faire, hein, ce programme. Gilbert qui fait partie de ceux qui l'ont eu à la première session ou à la deuxième, je me rappelle jamais, mais c'est vraiment. Et Marie-Christine, je confirme. Ouais, je crois que c'est la deuxième. Eh oui, c'est C'est la ça. deuxième session, je crois. Hein. Ouais. Oh là, je vais couper voilà, je remets le son sans la musique parce que sinon ça fait de l'écho. Mais du coup, on entend moins les oiseaux. Dominique, mes amis le disent. Comment fais-tu pour être aussi en forme? Bon, yoga, judo, bon, forcément. Bon. Est-ce qu'on en reste là ou bien il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager, à questionner? Moi, je veux bien le partager. Marie Un B. petit peu. Ouais. Ce matin, c'était un vrai tsunami de larmes. Un tsunami quoi? De larmes. Ah, Je pleure et il y a tout. Il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a tout, du pardon partout. Mais depuis hier soir, finalement. Et ah ouais, c'est vraiment fort. Je comprends pas parce qu'avec tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 20 ans, il reste toujours tellement de choses. Et ouais, c'était vraiment bizarre. Hein. Tout le long des chants, là, cette fois, ça a commencé. Et dès le hec. Oh. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est bien, quoi. Mais c'est vraiment fort. Moi, ça m'étonne que des sadhanas comme ça aient tant d'influence sur ce que je peux être, quoi, finalement. Voilà. Donc, à voir pour la suite. Mais d'un autre côté, c'est constructif, quoi, pour moi. Mais c'est bizarre. Bon. Et ça me déploie beaucoup d'amour. Quand je me sens pleine d'amour, pleine de larmes, pleine de tristesse, pleine d'amour, pleine de confiance. Voilà. C'est drôle. Bon, super. C'est, on est plein de tout, quoi, de toute façon, toujours. Et effectivement, ce qu'on contient, à des moments, ça sort, quoi. Donc, là, quand on ressent ça, aussi bien l'amour, et quand on ressent cet amour-là sur une pratique, vraiment très fort à ce moment-là, de la même manière que quand on ressent la tristesse qui passe, qui sort, parce qu'avec les larmes, comme ça, dans les pratiques, là, quand on pleure, effectivement, il y a cette joie, en fait, cet amour, et puis en même temps, si elle est teintée de tristesse ou de colère ou de n'importe quelle émotion autre, on le sent passer aussi. Il y a quand même ça qui passe, mais on n'est pas dans un état de tristesse ou de colère, parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a tout qui se relâche. Et donc, quand on relâche tout, on relâche aussi l'amour qu'on contient. Et donc c'est bon, et on sent, on est accompagné par ce truc-là. C'est marrant, c'est justement
quand tu dis plein de tristesse, plein d'amour, plein de confiance, oui, il y a tout ça qui passe parce que justement, il y a tout qui est relâché et donc il y a tout qui est vu, quoi, qui est ressenti, c'est une espèce d'harmonie, quoi. Dans tout ce qui est relâché, quoi. Alors, une espèce d'harmonie, mais qui aussi, quand même, dépend, bien sûr, de... Là, la sensation qu'il y a, elle dépend, bien sûr, de la personne. S'il y a plus de colère contenue, à ce moment-là, on sentira plus la colère passer, quoi. Mais c'est pareil, on la verra avec une certaine sérénité, quoi, parce que c'est un moment de relâchement, justement, et de nettoyage. On a bien nettoyé pendant tout le kriya, quoi, en gros, avec voilà, tous ces exercices qui sont vraiment faits pour aussi, bon là c'est renforcement du centre abdominal, mais tous les exercices, toutes les séries de yoga sont aussi faites pour évacuer tout ce qu'il y a à évacuer toujours, quoi. Donc on nettoie, et puis à la fin, quand il y a les chants, et puis particulièrement là, toi c'était surtout les chants, mais quand pendant les chants ça le fait pas, bah des fois c'est juste pendant le dernier chant, comme tu l'avais déjà témoigné justement, je crois, Guru Ramdas. Voilà, donc on ressent tout ça passer d'une certaine manière parce que c'était contenu en fait. Donc et on contient forcément un peu de tout, en fait, un peu de tout qui s'accumule. C'est normal en tant qu'être humain, en société, tout ça, de contenir des choses, quoi. Mais voilà, on en contient plus ou moins, et ça devient problématique quand on contient beaucoup, 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 et qu'on relâche jamais rien. C'est là que ça va pas, parce que ça risque de péter. Euh, et voilà, donc malgré, effectivement, comme tu dis, je pratique depuis l'âge de 20 ans plein de choses et tout, mais bah, l'être humain qui est là, il a quand même, en même temps que ces pratiques-là, bah, il a quand même accumulé certaines choses, quoi. Et puis il y a besoin de nettoyer ces choses-là de temps en temps. Après, on peut bien sûr se dire, oui, mais bon, il y a moyen de peut-être moins accumuler, mais bon, il y a toujours moyen de moins accumuler parce qu'on est, comme d'une certaine manière, plus harmonieux, on va se dire, mais bon, c'est plus la pratique est profonde aussi, plus aussi quand on pratique quelque chose de nouveau pour soi, en fait, aussi. Le yoga Kundalini, c'est pas tout à fait nouveau pour toi, mais quand même, relativement. Et du coup, ça va toucher d'autres choses, quoi. Ça va travailler d'une autre manière sur ce qui se passe à l'intérieur, etc. Et donc, ça va toucher d'autres choses. C'est pas parce que le yoga Kundalini est mieux que les autres trucs que tu as fait avant, mais ça travaille d'une autre manière. Ça passe à un autre endroit qui, jusque-là, du coup, peut-être n'avait pas été touché par les autres pratiques, quoi. Tu vois, il y avait comme peut-être même en une posture, et ça peut se passer ça. C'est-à-dire qu'il y a une posture qui avait jamais été prise comme celle-là, ça débloque un petit truc, tac, 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 et puis en gros l'effet papillon à l'intérieur fait que il y a quelque chose qui est touché et qui se relâche. Oui, mais avec tout ce que j'ai fait, j'ai connu ce genre de choses, quoi. Je fais beaucoup de tantra aussi et tout ça. Et ça sortait, c'était pareil. Mais j'ai l'impression que il y a toujours, quoi. Mhm. Oui, oui, mais il y a toujours parce que bah, tu continues à vivre entre les deux, quoi, hein, et puis, Oui, et donc, oui. il y a des trucs entre-temps qui se passent et qui s'accumulent. Je dis pas que, voilà, t'es pas en train encore de nettoyer même des vieux trucs, hein, c'est bien possible. Mais ben, il y a bien... Ah oui, parce qu'il y a tout. Il y a même des vieux trucs sur lesquels j'ai fait plein de choses, mais qui remontent quand même, quoi. Ouais, C'est impressionnant. Et c'est bien. Je suis contente quand même. ouais. Bon, c'est chouette. Alors, il y en a qui ont écrit entre-temps. Nanana. Ah oui. Alors, Barge.
Quelles sont les significations des paroles chantées? Sont-elles tirées du Guru Granth Sahib? Non, ils ne sont pas tirés du Guru Granth Sahib, mais et là, bah, du coup, je ne vais pas les traduire là toutes, comme ça à l'oral, mais la traduction est sur le document des mantras qu'on vous a donné. Du coup, je ne sais pas si tu l'as eu, mais alors je peux peut-être là, vite fait, vous remettre le lien, remettre la main dessus pour vous les redonner là comme ça en direct. Mais c'est au moment de la confirmation de l'inscription, vous avez reçu un mail avec ça. Donc voilà, mais je vais essayer de faire ça en même temps que je parle. Et hop, Satnam, Dominique. Merveilleuse émotion, Madame Bravo. Donc elle parle de Marie B. Merci Brice de ton partage incroyable. Merci. Marie-Christine, la gratitude tire de si belles larmes. Anne-Marie, Satnam, dans quel sens la sadhana peut générer des chamboulements, s'il te plaît? Bon, je vais aller jusqu'au bout au cas où il y a des choses qui résonnent un peu, parce qu'il y a plusieurs... tu es un incroyable musicien aussi, ne pas oublier la musique te transporte avec le reste, merci. Vous êtes mes plus beaux cadeaux de ma vie, de mon développement personnel. Voilà, donc je vais revenir là-dessus aussi. Bon, alors donc... Ok. Bon, donc oui, donc quand même, oui, les chamboulements du coup sont liés aussi à ce que a rapporté Marie B. Pardon, du coup, je lis un petit peu tout et puis bon, alors non, mais je vais vraiment lire tout. Quand je lis comme ça à l'oral, c'est parce que ensuite la discussion sur YouTube n'affiche pas le chat. Donc tac, 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 pardon. On est tous sur le même thème, donc je vais tout lire d'un coup, voilà. Satya Mandip Kaur, merci pour cette sadhana, je n'ai pas pu vous rejoindre ce matin, pardon. Et je constate à quel point la pratique matinale m'a manqué, ce rendez-vous est précieux, je me sens revigorée et sereine. Ok. Merci de ce témoignage, Satya Mandip. C'est super, je vais rester donc sur le thème. La première fois que j'ai commencé le yoga, j'ai pleuré, Dominique. Surtout sur le chakra du cœur. Barge, qui revient sur quelles sont les significations des paroles chantées et leurs influences sur nos différents corps. Ah là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans ces détails là. Et à vrai dire, je ne peux pas vraiment en fait. Leurs influences sur nos différents corps. J'ai rien à dire là-dessus de correspondance des paroles sur les différents corps et tout. J'ai pas de théorie là-dessus. Sabine, moi, c'est quand j'avais fait le programme sur le module des émotions, j'avais pleuré pendant des semaines. J'ai eu très peur d'ailleurs. Elodie et Brice m'ont bien accompagné. Merci encore d'ailleurs. Gratitude. C'était la 3e session, je pense. Ah oui, c'est il y a longtemps aussi, Sabine. Marie-Christine, je l'ai reçue hier, mais galère de transport, je n'ai pas consacré de temps à sa découverte. J'espère ce soir pour suivre demain matin. Ah, elle parle du Japji qu'elle avait commandé, elle l'a enfin reçu. Ok, donc bon, du coup, voilà, sur donc ces témoignages-là de larmes aussi, particulièrement de Sabine, là, qui a pleuré pendant des semaines sur le module émotion, justement. Sur les émotions dans le programme, là, Prenez votre bien-être. Et donc, quelqu'un qui demandait en quoi et qu'est-ce que quoi les chamboulements, comment c'était tourné, dans quel sens la sadhana peut générer des chamboulements. Il n'y a pas vraiment de sens a priori, quoi. Il n'y a pas de généralité en fait là-dessus. C'est tout ce que fait la sadhana. C'est tout ce que fait le yoga Kundalini, c'est tout ce que procure aussi les mantras, toute cette panoplie de ce que propose la sadhana, le yoga Kundalini déjà en soi,
et particulièrement la sadhana. Alors, je peux revenir sur tout ça en fait, mais c'est ça qui fait que le chamboulement dont on parle là, les larmes, se sentir remuer, c'est se sentir, c'est encore une fois, comment dire, se sentir remuer et mettre un terme comme chamboulement, c'est encore une interprétation en fait à ce moment-là. Il y a des émotions qui nous traversent à ce moment-là, et comme je disais à Marie-B tout à l'heure, c'est des émotions qui ont tendance à être évacuées. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais ressentir la colère quand on la sent passer, mais c'est des émotions qui ont tendance à sortir comme ça, parce qu'elles ont besoin d'être sorties, parce que, en quelque sorte, on ne les avait pas assez sorties. Ok, sur toute sa vie ou sur ces derniers temps, voilà, et il y avait besoin de ce nettoyage et d'évacuer, comme on fait un jeûne, comme on fait une diète. Et ben, c'est pas parce que, c'est juste pour continuer à répondre à Marie-B par rapport à tout ce qu'elle a fait avant, ben, c'est pas parce qu'on a fait plein de diètes ça fait pas du bien au corps d'en faire encore. Parce qu'entre-temps, on a mangé. Et entre-temps, on a mangé d'autres trucs. Et notre corps a accumulé des petits machins dans les coins et tout. Et donc, on fait du nettoyage de l'intérieur. Et il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça et qui vivent quand même jusqu'à 90 ans. Hein. Bon, voilà, donc, mais bon, quand on a un intérêt pour ça et qu'on sent que c'est bon pour soi, et peut-être les gens qui le font, justement, peut-être que eux, s'ils ne le faisaient pas, ils tomberaient malades de plus parce que justement, ils sentent qu'ils ont besoin de faire ça. Et pourquoi ils ont besoin, on n'en sait rien. Enfin, enfin, je veux dire, on n'en sait rien. On pourrait chercher à le savoir et analyser et tout, mais bon, ça peut être intéressant ou pas. En tout cas, donc, ces chamboulements-là, être chamboulé ou remué, comme je disais, c'est une interprétation parce qu'en fait, à mon sens, c'est plutôt simplement une libération. Et on est chamboulé par le fait d'être impressionné par le phénomène, en fait. Par ce qui se passe. Et donc, s'il y a des larmes, on peut être un peu impressionné. Alors, impressionné, même si, sur l'exemple de Marie-B, ça lui est déjà arrivé, elle l'a déjà fait dans d'autres pratiques, etc. etc. Mais là, en quelque sorte, ce qui l'impressionne, entre guillemets, c'est que, encore, après toutes ces années et tout. Et donc, il y a à ce moment-là le mental qui, justement, se regreffe là-dessus pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc on est un peu chamboulé, justement, on est un peu chamboulé, mais par la façon de voir et de prendre l'événement, en fait. Parce que c'est encore un événement, ce qui se passe à ce moment-là. On peut aussi simplement le lâcher complètement et ne rien en faire. Bon, c'est simplement laisser passer ça aussi. Mais c'est évidemment que l'être humain est là quand même, et puis qu'il a quand même envie de se poser la question de ce qui se passe. Bon. Donc voilà, du coup, le chamboulement, c'est une interprétation, c'est une façon de le voir. Donc le chamboulement en lui-même, le fait d'être chamboulé, d'être remué, ça n'est pas le yoga en soi qui le provoque. Ce que le yoga provoque, c'est une libération, une évacuation, un nettoyage, tout ça, comment, un éveil de conscience, soit fort sur le moment, d'un coup, soit petit à petit, un éveil de conscience dans la pratique. Il y a petit à petit la conscience qui s'éveille sans que ce soit un grand choc à un moment. Voilà, c'est ça qui se passe. Et donc, après, le mental en fait ce qu'il en fait en fonction de la personne, comment elle est, comment elle réagit aux choses en général. Et donc, c'est typique de la personne. Voilà. Et puis, plus ça va, plus on peut imaginer que on en fait de moins en moins.
de l'événement, en fait, on s'en fait une histoire de moins en moins. C'est ce qu'on peut imaginer sur le chemin. On peut être très impressionné dans la première fois, et évidemment, la première fois, on va être très impressionné par le fait par exemple, pleurer à la fin d'une pratique ou pendant une pratique, d'être comme ça, traversé par une grande émotion, par tout ce que décrivait Maribé, par l'amour qui passe, et puis en même temps sentir la tristesse, etc. Si c'est la première fois qu'on sent un truc comme ça, on est très impressionné. Donc, et là, la réaction à ça, là encore, dépend de la personne, comment elle est. euh, Comment elle est aujourd'hui, jusque-là dans sa vie. Elle peut être très impressionnée et puis le prendre vraiment d'une manière assez sereine déjà, même la première fois, très impressionnée, mais c'est super, mais qu'est-ce que c'est bon, ben voilà. Et puis ça peut faire peur aussi. Voilà, et ça, Sabine décrivait que ça lui avait fait peur parce que, alors elle, en plus, elle avait pleuré pendant plusieurs semaines. Donc, je comprends qu'à un moment, il se passe quelque chose enfin, que le mental, là, est susceptible de quand même revenir à la charge facilement, vu que ça continue. Bon, le fait que ça dure plusieurs semaines, on peut imaginer aussi que ce soit une auto-alimentation aussi du mental, quoi, qui a vu le début du phénomène. Dis donc, on pleure juste en faisant du yoga, qu'est-ce qui se passe? Mais on va encore pleurer comme ça. Et puis voilà, le fait que ça se répète, le mental l'amplifie, quoi, d'une certaine manière. Dans ce genre de situation. Mais bon, tout ça fait partie du processus. Il n'y a pas à se dire, ah mince, mon mental, il m'a eu, ça va pas et tout. Non, ça fait partie du processus. Et donc, le mental aussi, là-dedans, a été chamboulé, justement. Et d'une certaine manière, voilà, quand ça dure comme ça, on a vu plus de choses qu'en une seule fois, hein. Donc on a vu les processus sans rentrer dans le détail, sans vouloir les analyser, etc. Mais on les a vus, ces processus passés, quoi, ces processus émotionnels et mentaux, dans tout, c'est un truc comme ça qui dure plusieurs semaines. On n'est pas passé complètement à côté de tout ce qui s'est passé à l'intérieur, hein. Et voilà, donc je disais oui, la première fois que ça arrive, un phénomène comme ça dans une pratique, on peut être particulièrement impressionné et le prendre en fonction de ce qu'on est jusque-là dans notre mental, dans nos émotions et tout. Et puis bon, bah forcément, la deuxième fois, on est forcément un peu moins impressionné. Donc on en fait forcément un peu moins une histoire. Ça se, voilà. Et au fur et à mesure, on s'en fait moins une histoire. Et après, il y a bon, bah, le cas de Maribé justement qui disait, bon, il y a le coup de, oh, ça fait tellement longtemps que je pratique et ça se passe encore. C'est quand même, donc c'est juste ça. C'est un peu impressionnant. Mais bon, c'est pas aussi, même dans le cas que décrit Maribé, il me semble, hein, c'est pas aussi impressionnant que les premières fois qu'elle l'a vécu, bien sûr. Mm. Et donc beaucoup moins sujet à inquiétude, quoi. Euh, Dominique, la Kundalini est tellement puissante qu'elle active nos cellules et ça bouge. Ouais, oui. Anne-Marie, merci Brice. Oui, oui, de repréciser, la compréhension de ces fonctionnements font partie de mon engagement de vie, ce qui m'a interpellé et que tu évoquais plus tôt. L'écriture automatique. Ah non, rhume et autres. Je lisais rhum comme l'alcool. Je comprenais pas ce que ça venait de foutre là. Mais non, c'est rhume, ouais, d'accord. Ce qui m'a interpellé est que tu évoquais plutôt rhume et autres. Mais enfin, du coup, non, je comprends pas. Ce qui fait partie de mon engagement de vie, ce qui m'a interpellé est que tu évoquais plutôt rhume et autres par rapport à Marie-Christine, donc le rhume. Non, en fait, ce que je disais par rapport à Marie-Christine, au rhume, je prétendais pas que la sadhana peut provoquer le rhume. C'est
bon, si on analysait le truc, on pourrait se dire que, ah oui, quelque part, c'est la sadhana qui a provoqué le rhume. Bon, bah, peut-être aussi, oui, il y a un petit état de fatigue du corps qui a entraîné que bah, elle a plus facilement attrapé un rhume, hein, ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, non, c'est pas ce que je disais. C'est plutôt que ça fait partie des aléas, en fait. Donc les aléas ne sont pas provoqués par le truc lui-même, pas forcément en tout cas. Et en tout cas, ça fait simplement partie des aléas parce que bah, plus longtemps on fait cette pratique pendant 21 jours, plus il y a de probabilité qu'il y ait un moment où on ait un rhume. Mais ça n'a pas de rapport avec la pratique. C'est juste par rapport au temps qui passe, quoi. Voilà, si on faisait la pratique tous les jours pendant 1 an, bah, on aurait plus de probabilité de tomber malade pendant la pratique. Et donc, on tombe malade dans cette période-là. Et ce que je disais, c'est simplement que ça fait partie du reste. Et que comme tout le reste, c'est à observer, à laisser passer et à s'observer là-dedans. C'est-à-dire que c'est une petite épreuve en plus. C'est quelque chose qui entrave en plus bah, la pratique, la facilité. Donc c'est plus dur de sortir de sa couette, comme disait Marie-Christine, c'est plus dur de respirer. Ah, donc il y a des obstacles en plus, quoi. Et donc on peut à ce moment-là, eh ben, si on a 42 fièvres, peut-être qu'on ne va pas finir les 21 jours si on a 42 fièvres. Et puis peut-être que si, en fait. Peut-être qu'il va y avoir un truc qui va nous appeler quand même et sentir que quand même, je vais faire ça. Et puis, bon, peu importe. Peut-être c'est même ça qui va m'aider à traverser. Et peut-être que je vais faire la sadhana, mais 42 fièvres, donc je vais la faire, mais complètement dans les choux. Et puis pas vraiment faire tous les exercices, parce que vraiment, il y a des moments où c'est pas possible. Mais quand même être là, et voilà, voilà, c'est imaginable. Et puis peut-être que non, on le fait pas. Mais en tout cas, même sans aller jusqu'à cette extrémité-là, c'est des obstacles en plus. Et du coup, c'est pas que c'est chouette, il y a des obstacles en plus. Mais bon, c'est une occasion de traverser ça aussi, quoi, et de s'observer avec, quoi. J'allais dire de faire avec, mais faire avec et s'observer avec. Dominique, pour répondre à Barge concernant la signification des paroles chantées et leurs influences sur nos différents corps, il me semble que c'est comme pour les bols tibétains ou le tambour chamanique. Les effets vibratoires et énergétiques vont là où le corps ou les corps en ont besoin. Oui, bah, c'est pour ça que je voulais pas répondre. J'ai pas de réponse en disant ça provoque ça. Mais effectivement, oui, ça va là où ça a besoin. Donc, niveau énergétique, niveau vibratoire, et puis du coup, niveau émotionnel aussi. Simplement, juste en gros, on dit que les mantras résonnent de la même manière, avec la même fréquence que ce qu'ils désignent. Donc voilà, ça envoie la vibration de ce que ça dit. Et donc tout ce temps-là, j'avais dit que je mettais le lien, mais du coup je lis beaucoup et je peux pas. Anne-Marie, consécutif à la pratique de la sadhana, donc ça c'était par rapport au rhume. Marie-Christine, cela dit, un bon grog. Ah bah oui, rhume, oui, un bon grog, ouais. Parce que je disais rhum tout à l'heure, j'avais lu rhum au lieu de rhume, et donc un bon grog. Anne-Marie, merci. Marie-Christine, j'évacue peut-être un petit quelque chose, mais oui, c'est un phénomène qui se présente maintenant. La climatisation des trains ne me réussit pas. Ah voilà, ouais. Effectivement. Il y a des gens qui sont plus sensibles à la clim. Moi, je suis très sensible à la clim. Et même au ventilateur. Sabine, c'est comme les pelures d'oignon, nous travaillons une couche, cela en soulève une autre, mais c'est de plus en plus profond et subtil, et nous apprenons à vivre avec tout ça. En nous accordant du temps, en s'autorisant de traverser des petites tempêtes émotionnelles, et j'observe que plus j'accepte et que j'accueille, et plus cela ne fait que me traverser. Ouais. La deuxième fois que j'ai refait le programme, toujours sur le module des émotions, j'ai appris à sortir ma colère. Je ne m'étais jamais mise en colère. Depuis, je réussis bien
et j'apprends même à moduler tout ça. Ah, bah, super, merci pour ce témoignage euh, qui montre aussi que effectivement le programme peut être refait. C'est pour ça qu'il est accessible à vie et que on y trouve d'autres clés, quoi, d'autres façons de s'explorer, quoi. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter à ça, qui est assez complet et qui est personnel. En plus, voilà, c'est un peu. Ouais. J'essaye de dire un truc, mais c'est de plus en plus profond et subtil, et nous apprenons à vivre avec tout ça. Ah, ça me fait penser tout à coup que tout à l'heure, il y avait quelque chose où j'avais dit que je reviendrais dessus, et je ne l'ai pas fait. Mais oui, donc cette histoire de pelure d'oignon, c'est voilà, c'est une image qui est connue. On travaille une couche et ça on le soulève une autre et tout, comme tu dis, Sabine. Et donc, il peut y avoir vraiment un travail là-dessus. Et donc, voir tout ça et d'une certaine manière, avoir la sensation au bout d'un certain temps que on a bien pelé l'oignon, quoi, hein, en quelque sorte. Et donc, c'est ce que ça me fait penser à ce que disait Maribé tout à l'heure, encore une fois, du coup, d'avoir, bon, après pas mal d'années, d'avoir cette sensation, bon, bah, c'est quand même à un moment, on est arrivé au cœur de l'oignon, non? Ou qu'est-ce qui se passe? Donc, comment ça se fait que. Ah Bon, mais j'ai déjà dit un peu ça, voilà, c'est ça, c'est que cet oignon, si on garde cette image de l'oignon, bon, eh ben, il y a des moments où il y a des couches qui remontent, en fait. On a pelé, et puis en fait, il y a des moments où ça remonte un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, on a déjà, quand on a justement ces années de pratique, avec différentes pratiques et tout, on a quand même il y a de toute façon au centre une connexion qui s'est faite, quoi, quand même une conscience qui s'est, même si elle s'est pas complètement, on n'a pas peut-être pas complètement tout vu là, mais quand même il y a une conscience qui est, comme souvent Elodie le répète, ça ne recule jamais en fait. La conscience, elle avance, elle s'éveille et ça recule pas cet éveil-là. Même s'il n'est pas total, comme on peut imaginer un éveil total, en tout cas, cette conscience-là, elle s'aiguise, elle s'éveille, et ça ne recule pas. Donc il y a une connexion qui est bien plus tranquille, en fait, par rapport justement aux pelures d'oignons qui reviennent un peu. C'est ça, c'est qu'il faut s'attendre à ça, même quand on est justement dans ce mouvement-là, comme que décrit Sabine, que maintenant ça va mieux et tout, hein, je réussis bien par rapport à la colère et tout et tout. Voilà. Et il faut s'attendre qu'à des moments on soit remise en difficulté par des trucs qu'on avait cru acquis, quoi, en quelque sorte. Et ça démolit pas, justement. Mais voilà, ça démolit pas, exactement. Ça démolit pas et puis ça nous montre qu'on avance finalement. Moi, c'est ça que je vois, c'est une progression, quoi, de toute façon. Ouais. C'est pas du tout. Et c'est vrai, en prenant même votre bien-être, moi aussi, au niveau des émotions et tout. Il y avait des chants tellement magnifiques. Quand il y a les hommes qui chantent, alors je sais pas, il y a un chant. Automatiquement, ça me faisait pleurer tellement. Et c'est vrai que moi non plus, je connais pas trop la colère. Et ça, j'ai été voir là-dedans. Voilà. Non, c'est vraiment super. C'est bien. Vous aussi. Merci. Ouais, justement, ça me fait penser ça, ces chants là qui font pleurer. Bon, il y a aussi comment une sensibilité particulière de la personne à, tu vois, à la beauté à la beauté naturelle, quoi, en fait, tu vois, une vibration, quoi. On peut être ému aux larmes
face à une peinture, quoi. Tellement, et on ne sait pas pourquoi, mais vraiment, on est empli d'une émotion là. Et ça, pour moi, ce phénomène-là, quand c'est pas, bon, c'est pas des rivières non plus. Si c'est des rivières, c'est autre chose. C'est quelque chose qui s'évacue, etc., comme dans le yoga et tout. Mais quand on est comme ça, juste ému par une voix, parce que je le dis parce que moi aussi, ça me transporte vraiment. Il y a des voix qui me touchent vraiment. Bon, je suis plus touché par les voix de femmes. Toi, tu as l'air de parler de voix d'hommes. Bon, c'est pas un hasard. On est aussi dans la polarité, quoi. On est touché par l'autre part, quoi, énergétique. Et donc, ça, c'est pour moi, c'est juste une montée d'émotions comme ça. Et puis voilà, c'est beau, quoi. Et parce que ce moment-là nous connecte à quelque chose vraiment d'essentiel, en fait. Là, quand on dit la beauté, c'est l'amour, c'est l'essentiel, en fait. C'est juste l'énergie et l'émotion primordiale, quoi. Et donc, cet instant-là nous connecte là vraiment à, même si jusque-là, juste avant, on était dans la vie normale et tout, on avait nos petites activités, puis là, ce truc-là nous connecte instantanément à, voilà, à l'univers entier, quoi, en fait. Et donc, du coup, c'est pas tout un truc, tout un processus qui fait que j'évacue quelque chose, mais c'est juste que, ouf, ce moment-là, là, et donc la peinture, c'est pareil. Moi, enfin, j'ai été impressionné vraiment par euh, ma, parce que je suis plus ou moins habitué par la musique, d'être touché par la musique et donc par les voix et tout. Mais vraiment face à une toile, bon, il faut qu'on la voit en vrai, hein. C'est, mais vraiment des toiles gigantesques là, comme ça. Moi, Jackson Pollock, là, je sais pas si vous voyez, mais incroyable de se retrouver face à un Jackson Pollock, quoi, ça fait 3 mètres ou 4 mètres de large et 2 mètres, 3 mètres de haut, là. Que de la. que des jets de peinture, hein. J'essaierai voir si vous connaissez pas Jackson Pollock. Quand tu regardes ça, ça se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est des jets de peinture dans tous les sens. Et bon, je connaissais un tout petit peu son histoire et tout, donc peut-être ça m'a connecté aussi à ça quand j'ai vu ça. Mais c'est quand même vraiment incroyable. Alors, avant de continuer, en fait, je vais revenir juste parce que je m'étais dit, j'avais vu passer un truc et j'avais dit, j'y reviendrai. Gratitude. Mince, est-ce que je vais le revoir? Parce que c'était un truc court, hein. Comment fais-tu? Mince. Non, c'était après ça. Dans quel sens la musique te transporte, c'était plus cadeau. Non, problème. Mince. Je le revois pas. Bon. Bon, allez, tant pis, j'essaierai de revenir, mais je continue parce qu'il y en a d'autres. Dominique, dans mes cours de yoga, j'ai des personnes qui pleurent et cela est normal. Il faut l'accepter, le recevoir, surtout ne pas se juger. Bien sûr, non, surtout ne pas juger. Non, mais non seulement, moi, si j'ai des gens qui pleurent dans mon cours de yoga, c'est pas juste que je me dis que c'est normal, c'est que je suis très très content. C'est vraiment, pour moi, c'est bah voilà, là, il y en a un à qui là, c'est bon, ça a fonctionné, c'est super, voilà. À la fin, il va rentrer chez lui et il a quelque chose, ou chez elle, bien sûr. Il y a quelque chose qui s'est passé pour de bon dans cette séance de yoga. Barge l'écria, ouvre les écluses et les chants boostent notre système spirituel comme un flux électrique subtil qui nous parcourt. Quelles sont vos impressions? Je crois qu'on a... Ouais. Nos impressions, les impressions sur ce que tu dis. C'est juste une manière de le formuler, hein, pour moi, mais oui, bien sûr,
comme un flux électrique subtil qui nous parcourt. Tu vois, un flux électrique, c'est ce que je disais par rapport aussi au chant là à l'instant, hein, mais à la voix, à la peinture et tout. Il y a effectivement une ouverture totale. Quand je le disais par rapport à la peinture et par rapport à la musique, c'est quelque chose qui nous connecte, mais on ne sait pas exactement pourquoi, mais parce que c'est vraiment puissant à ce moment-là, c'est instantané. Il n'y a pas besoin d'une pratique particulière pour être touché à ce point-là, en fait, en vrai. C'est la preuve que ça arrive comme ça. Mais dans la pratique, il y a une autre dimension, c'est qu'on est en train de vraiment de pratiquer pour soi-même, quoi. Et donc dans le kriya, c'est ça, comme tu dis, ça ouvre les écluses parce que non seulement on est connecté à quelque chose d'essentiel, mais en plus voilà, on a travaillé pour ça. Et donc là, tout le système, sur tous les plans, on est vraiment complètement disponible et très reconnaissant envers cet instant-là et envers soi-même justement pour travailler à s'ouvrir complètement. Et donc, bon, du coup, c'est plus personnel aussi, c'est-à-dire que c'est la personne qui se permet de lâcher tout ce qu'elle a à lâcher, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est particulièrement puissant. Et les chants, c'est effectivement voilà, le fait de chanter soi-même, là, on pratique vraiment une vibration très, 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 très importante, très puissante énergétiquement pour le corps, bien sûr. Toutes les vibrations qu'on provoque avec le chant, elles sont vraiment là bien internes, encore plus que quand la musique nous arrive. Et donc ça travaille très fort sur les cellules et toutes les harmoniques, toutes les fréquences sonores qui sont provoquées, évidemment, oui, vont vibrer à l'intérieur et faire vibrer vraiment toutes nos cellules, donc les réharmoniser et tout ça. Ouais. Dominique, je vous envoie, Madame, tout le bien, vous êtes touchante. Ben voilà. Marie-Christine, bon petit déjeuner, Sabine. Très bien. Je n'avais pas vu. Sabine, merci. J'essaie d'être discrète, mais j'avais très faim. Dominique, nous sommes en extase sublissime. Ok. Barge, est-ce que l'on s'adresse à la lignée des 10 gourous avec la filiation à Ramdas et à notre âme Dio? Et est-ce que cette filiation peut être présente lorsqu'on pratique la sadhana? Oui, bien sûr. Nous, bon, on n'aborde pas trop, nous, ces sujets-là parce qu'on n'y est pas, au risque de décevoir, on n'y est pas, on n'y est pas vraiment sensible, quoi. On se sent pas vraiment justement dans... enfin, en tout cas, on se sent pas. J'y crois complètement de cette lignée des 10 gourous. Donc, on parle des 10 gourous sikhs. Hein. Dans le sikhisme, il y a eu 10 gourous qui se sont succédés, quoi, à commencer par Guru Nanak, donc qui a eu la révélation du Japji Sahib et autres. Mais voilà, donc cette filiation, j'y crois, mais je ne ressens pas le besoin de m'y référer et de comment dire, et de travailler ça, quoi. Parce que, est-ce qu'on s'adresse à la lignée des 10 gourous avec la filiation à Ramdas et à notre âme Jio? Et est-ce que cette filiation peut être présente lorsqu'on pratique la sadhana? Cette filiation, elle est. On y croit. Si on y croit, on ne peut pas croire à cette filiation et se dire qu'elle est là parfois et que parfois elle n'y est pas. Si on y croit, elle est présente tout le temps, cette filiation.
La filiation, c'est pas quelque chose, c'est comme l'essentiel de ce qu'on est, en fait. Si on est affilié à quelque chose, on n'est pas affilié seulement quand on fait la sadhana et pas quand on prépare à manger. On est affilié tout le temps. Si on est relié à quelque chose de supérieur à soi, etc., nanana, en tout cas, on est relié, ça y est, c'est bon. Je suis affilié à mes parents. Je ne suis pas affilié à mes parents seulement quand je pense à eux. Je suis affilié tout le temps. Donc, si on croit à cette filiation par le yoga Kundalini, alors elle est là, elle est là. Elle n'est pas seulement là quand je fais du yoga Kundalini. Elle est là parce que je me suis vraiment relié au yoga Kundalini une bonne fois, et puis voilà. Et en fait, si on croit à ça, en fait, je vais même jusqu'à dire, mais alors, mais pourquoi moi je suis affilié parce que je fais du yoga Kundalini, et puis les autres, ils, ils vont se faire voir, enfin. C'est bon, c'est pour ça que je crois, je crois à ce genre de filiation, mais, mais pour moi, c'est comme dans les religions, dans toutes les religions, en fait, on est relié, on est relié à tout, quoi. Donc, euh, Ramdas est le gourou de la guérison, et c'est le gourou de la guérison pour tout, pour tous, pas seulement pour ceux qui chantent Guru Ramdas. Donc, bon, peut-être c'est un peu sacrilège ce que je dis là, mais je sais pas, mais voilà, c'est de la même manière que Jésus. Jésus n'a pas besoin qu'on pense à lui pour être là. Voilà. Bon. Mais Mais bon, ce que tu dis, est-ce qu'on s'adresse à la lignée des 10 gourous avec l'affiliation à Ramdas et à notre Jiho, donc notre âme? Euh, c'est correct, oui. C'est bien sûr que voilà, dans ces champs-là, c'est ce qui se fait. Voilà. Bien sûr que dans ces champs-là, là, on est vraiment dans la, la reliance aux 10 gourous. Ouais. Dominique, oui, d'accord, mais chaque personne est différente et n'auront pas les mêmes sensations. Alors, je ne sais pas exactement à quoi tu me répondais à ce moment-là. Nous sommes un orchestre à nous-mêmes, la danse des cellules, pas mal. J'ai déjà trouvé pour mon thème de yoga de la semaine prochaine. Merci, génial. Ok. Bon, alors je vais essayer de quand même retrouver encore ce truc que je m'étais dit. J'avoue peut-être un petit... Non, ça c'est avant ça, consécutif. Pour répondre à Barge concernant la signification de parole chantée. C'est dingue. Moi, c'est quand j'avais les programmes. Ah, voilà. Dominique, vous êtes mes plus beaux cadeaux de ma vie, de mon développement personnel. Voilà, c'était ça. Donc, bon, ben, merci pour ces louanges. Comment? Mais par contre, en revanche, on va dire, développement personnel, c'est une expression qu'on finit par trouver un peu inappropriée. Alors, mais bon, on l'a déjà dit, hein, mais donc il y en a ici qui l'ont déjà entendu sûrement. Mais c'est plutôt une déconstruction personnelle en fait, ce qui se passe. Vous voyez, la formule développement personnel, c'est développer la personne. Et la personne, dans la pratique du yoga et donc dans ce qu'on
Et nous, dans le chemin qu'on a eu à travers aussi l'Advaita Vedanta, etc., encore plus, la personne, il s'agit de la regarder telle qu'elle est, ok, et de prendre bien conscience que je ne suis pas en fait vraiment cette personne. Ce que je suis, c'est au-delà de ça. Donc je ne développe pas. La pratique ne tend pas à développer cette personne-là, mais plutôt à la déconstruire, pas la déconstruire pour que cette personne n'existe plus et voilà, se casse la gueule. Mais juste la déconstruire dans le sens se la déconstruire à soi-même, quoi. Se désidentifier de cette personne. Euh, c'est ça c'est ce vers quoi ça tend en fait. Du coup là plutôt la déconstruction. Euh, voilà, si on parle de développement personnel, alors on peut dire le développement personnel pour, en gros, développer dans le meilleur sens possible. Donc la meilleure version de moi-même, qui est encore une expression aussi, parce que la meilleure version de moi-même, mais selon qui en fait la meilleure version de moi-même que je veux bien être, selon mes principes, selon mon éducation, selon quoi un masculiniste, la meilleure version de lui-même, telle qu'il le voit, comment c'est? C'est des gros muscles, et puis c'est maman à la maison, etc. Et c'est très bien comme ça. Vous voyez ce que c'est un masculiniste? Je sais pas, c'est le premier exemple qui me vient comme, comme une personne qui s'est développée d'une manière où on aimerait mieux qu'elle se soit développée d'une autre manière quand même dans la société. Donc, mais pour elle, pourtant, cette personne-là, bah, si tu lui demandes la meilleure version de moi-même, bah, c'est ça, quoi. Écoute, je suis déjà nickel, non? Donc, du coup, qui juge de la meilleure version de moi-même, bah, c'est bien la personne au moment où elle voudrait bien être la meilleure version d'elle-même. Donc, bon, bien sûr, donc la personne qui parle de meilleure version de moi-même, je ne sais pas si on a déjà entendu parler un masculiniste de la meilleure version de soi. D'accord. Donc la personne qui parle de ce genre de truc a plutôt tendance oui, à aller vers quelque chose de plus harmonieux, etc., etc. Mais bon, ben, on est quand même faussé, quoi. On est quand même forcément faussé dans cette conception-là de la meilleure version de soi-même. Et donc aussi du développement personnel, ce qui est le même genre de truc. Euh, donc ça peut être bien, ça peut être un bon projet, bien sûr, parce que bon, là, je dis ça, j'exagère, enfin je provoque un peu en prenant euh, un exemple qu'on trouve globalement mauvais là dans notre petit cercle, parce que j'imagine bien ça. Mais vous voyez bien que bon, bah, ça dépend du monde dans lequel je suis, quoi. Du monde social et du monde intérieur dans ma tête. Euh, Comment je développe mon personnel. Donc, du coup, vraiment dans la pratique, dans l'absolu de la pratique et dans la recherche, vraiment, on va plutôt essayer de mettre ça à distance, quoi. Et le masculiniste que je suis, bah, je vais le voir. Et puis, du coup, il y a plus de chances que je mette ça à plat, quoi. Forcément, dans ce genre de mouvement, il y a évidemment, oui, on tend vers quelque chose de humainement meilleur. Mais la personne restera quand même avec ses tendances, ses tendances, ouais, j'allais dire ses tendances profondes, mais certaines tendances, quoi, qu'elle aura gardées comme ça, quoi. Après, si c'est vraiment des trucs problématiques, forcément, ça va avoir tendance à se régler, à s'estomper, à s'harmoniser, tout et tout. Mais voilà, bon, c'était juste, c'est ça m'avait accroché le développement personnel. Ah, attendez, il faudra que je dise un truc quand même. Mais bon, vraiment, au début de notre pratique de yoga, pour moi, c'était du développement personnel, hein. C'est dans un second temps que on a compris quand même, le développement personnel, c'est pas,
On se, on se méprend un petit peu quand il y a vraiment quand on regarde cette expression-là. Mais, et donc si je dis au début c'était du développement personnel pour moi, c'est parce que effectivement aussi la personne dans un premier temps peut-être a besoin de ça et en fonction de ce qu'elle est aussi, bien sûr. Ça va, a besoin de ça pour prendre confiance aussi, pour prendre confiance en elle. Il y a certains besoins qu'elle a en fait, la personne de régler certains trucs en fait. Ça peut se faire à travers d'autres trucs que le yoga aussi, hein. Euh, mais voilà, moi par exemple j'avais quand même un gros sujet sur la timidité. Euh, bon, bah, le yoga m'a aidé à voir ça et à comment, à améliorer ça, quoi. Donc là, c'était plutôt du développement personnel, bien sûr, parce que c'était moi qui avait ma personne qui avait un projet d'être d'être meilleur entre guillemets quoi à ce niveau-là. Donc la timidité, la communication et tout et tout. Et donc ça s'est fait grâce à ça, grâce au yoga. Et donc ça, c'est du développement personnel. Mais justement, euh, il y a eu un travail là-dessus, mais je garde quand même quelque chose. Même si j'ai travaillé là-dessus, même si ensuite je suis allé au-delà de ça et que j'ai vu tout le tableau en gros, euh, ben, ma personne a toujours cette tendance-là. Euh, et ma personne aimerait toujours améliorer ça. Et il y a forcément tendance il y a forcément possibilité. Je dis pas que c'est que là maintenant comme je suis là, mon niveau de timidité n'est pas à vie comme ça. Il peut encore s'améliorer. Effectivement. Et là, ça c'est du développement personnel, de chercher à l'améliorer. Et d'une autre part, il y a la déconstruction personnelle. Alors Barge, est-ce que notre Kundalini est une mère aimante à l'intérieur de nous et lorsqu'elle se manifeste, elle peut venir nous guérir, nous épauler là où on en a le plus besoin et donc c'est peut-être une énergie intelligente et compassionnée. Comment savoir si elle est à l'œuvre en nous et quelles sont ses manifestations? Sommes-nous partiellement éveillés? Alors, toute la première partie, on y croit pas. Donc, j'ai du mal à... j'ai pas vraiment tendance à parler de ça à partir du moment où, en fait, il y a de la croyance. Donc, parce que est-ce que notre Kundalini est une mère aimante à l'intérieur de nous et lorsqu'elle se manifeste, elle peut venir nous guérir, nous épauler là où on a le plus besoin et donc c'est peut-être une énergie intelligente et compassionnée? Oui, peut-être. Et peut-être pas. Et j'allais dire, peu m'importe. Peu m'importe cette représentation-là, cette interprétation-là. Notre énergie de Kundalini, non, n'est pas une mère aimante. C'est une énergie intérieure. Si je mets le mot mère aimante dessus, il y a quelque chose d'une certaine manière supérieur à moi. Hein, ce concept de mère aimante, c'est la mère quand même, donc il y a quelque chose qui est supérieur à moi déjà, même si elle est aimante. Donc j'aurais tendance à dire non, pas la peine de considérer ça comme une mère aimante. Elle est en moi, l'énergie de la Kundalini, elle fait partie de moi, je l'ai parmi tous les outils qui sont à ma portée, en quelque sorte, et qui me servent. Donc c'est voilà, ça fait partie de l'univers en même temps, mais c'est en moi et en toute chose. Donc voilà. Mais on peut voilà, après croire qu'il y a quelque chose de supérieur qui connecte ça et qui nous sert. Mais là, donc, c'est une croyance que je respecte. Il y a aucun souci à ça, mais donc moi, je développe pas ça en tout cas. Donc qu'elle nous épaule, qu'on en a le plus besoin,
peut-être une énergie intelligente et compassionnée. On est vraiment là dans voilà, dans un rapport comme quelque chose de divin, extérieur à soi, et qui nous aide. Euh, bon, ma, ma, je traduirais ça par le système intuitif, en fait. Euh, on a une intuition et elle est... qui commande cette intuition? Qu'est-ce qui commande cette intuition? Euh, Là, on est face à on est face au mystère total, hein. Donc, si on veut bien croire qu'il y a une énergie, une force derrière qui commande notre intuition, parce que c'est ça, nous épauler, et là où on en a le plus besoin, une énergie intelligente et compassionnée, mais en fait, c'est ça, c'est quand on a cette force-là, une intuition qui vient, quoi, en fait. Donc, qu'est-ce qui nous fait venir cette intuition? On ne peut, face à ce mystère-là, on ne peut avoir qu'un système de croyance, et qui est tout à fait valable, quoi, hein. C'est la vie en soi. Ce qui s'agit dans la démarche qu'on a, ce qu'il s'agit de toucher, c'est justement ce qu'il y a au-delà de ma personne. Donc on parle de ça, en fait, encore, en quelque sorte. Mais il s'agit de le toucher vraiment. Il s'agit de le voir. De voir ce qui reste quand la personne s'efface. Il ne s'agit pas de vivre dans un état où la personne s'est complètement effacée, parce que ça n'existe pas. La personne sera toujours là. Il s'agit de voir clairement, à un moment, au moins à un moment, ce qui reste quand la personne s'efface. Et ça ne résoudra pas le fait de se dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ok. Donc, comment savoir si elle est à l'œuvre en nous et quelles sont ses manifestations? Sommes-nous partiellement éveillés? Bon, ça va toujours dans le même sens, mais comment savoir si elle est à l'œuvre en nous? Mais elle est à l'œuvre en nous. Il n'y a pas à savoir si elle est à l'œuvre en nous. La vie est à l'œuvre en nous. L'intuition existe. Ok, l'énergie de la Kundalini, on se la représente comme on veut, comme on en dit ce qu'on veut, on la nomme comme on veut, on dit qu'elle est là, on dit qu'elle est autre part, etc. Mais en tout cas, notre système énergétique est là, notre système sanguin, voilà, notre corps est là, notre personne est là, notre système émotionnel, notre mental, et aussi notre intuition et la vie aussi, à travers ça, la vie qui coule, quoi, c'est là. Donc, ou alors on croit qu'on est dans une matrice, hein, et que c'est complètement fake. Mais même si on croit ça, que c'est complètement fake, il y a quelque chose. Et voilà, donc comment savoir si c'est à l'œuvre derrière? C'est la vie qui est à l'œuvre, l'énergie intelligente, comme tu la nommes. Bien sûr que l'énergie est intelligente, il n'y a qu'à regarder autour de soi. Dans une fleur, dans un insecte, dans une pierre, l'énergie est intelligente. Ça fonctionne. Ça fait fonctionner la planète, ça fait fonctionner l'univers. Donc il y a quelque chose qui est intelligent, bon. Donc c'est à l'œuvre. Il n'y a pas à savoir si c'est à l'œuvre tout le temps. C'est comme la reliance au gourou. La reliance au gourou, et comme la reliance à mes parents, c'est toujours, ça ne s'arrête pas.
Et donc là, c'est pareil, l'énergie vitale, elle est à l'œuvre, tout le temps. Pas que quand on fait du yoga, pas que quand on se pose la question, pas que quand on essaye de s'y connecter. Elle est tout le temps. Et sommes-nous partiellement éveillés? Là, ça dépend de qui on parle, de la personne ou de l'être. L'être est, et donc, si on parle de sommes-nous partiellement éveillés, alors a priori on parle de la personne. Parce que l'être n'est pas éveillé, l'être est. Donc si on est éveillé à son être, donc c'est la personne qui est éveillée à son être. Et donc partiellement, bon, oui, je sais pas comment répondre vraiment à cette question, mais oui, Gilbert. C'est très intéressant ça en fait, ce qui est abordé. Tu parlais de la vie, moi je vois toujours la vie, alors Dieu n'existe pas, mais la vie existe, je suis d'accord, absolument d'accord. Et peut-être pour illustrer ça, alors c'est peut-être un peu paradoxal, c'est la différence qu'il y a entre un cadavre et un être en vie. Le cadavre, il y a quelque chose qui n'est plus là, quoi, en fait. On peut l'appeler la vie. Voilà, donc qu'on soit éveillé à la vie ou pas, elle est là. Elle est là. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut faire avancer la réflexion, mais c'est un petit peu ce que je ressens, quoi. Alors après, même dans le cadavre, il y a de la vie, hein, puisque il y a des, il y a des, je sais pas, des vers, des je sais pas quoi, et la vie est toujours là, quoi. Oui, des bactéries, même quand on Ouais, vient c'est juste de la vie. mourir. Ouais. La personne, ce qui correspondait au corps, au mental, n'est plus là, a priori, de la personne. Par contre, la vie est toujours là. Voilà, c'est une réflexion, c'est passionnant d'ailleurs de connecter à ça, quoi. Ouais, merci Gilbert. Effectivement, cette image du cadavre, même si donc il y a encore de la vie dedans, voilà, des bactéries et tout. Il n'y a plus la vie de cette personne dedans. Ok, et sans ça, effectivement, la vie est là, et donc tant qu'on y est, peu importe de savoir si je suis en fait partiellement éveillé ou quoi. D'une certaine manière, oui, forcément. Quand on dit partiellement, ça va de 0,1% à 100%. Donc partiellement, c'est tellement vague. Donc forcément, on est partiellement éveillé parce que chacun d'entre nous a déjà eu à un moment une connexion à quelque chose d'existentiel. Voilà, il y a toujours, il y a forcément, j'ai du mal à croire que ça puisse ne pas exister, quoi, chez un être humain qui se soit jamais posé une question existentielle, quoi, jamais une connexion à la vie, la mort, etc. Et donc sentir quelque chose d'existentiel, quoi, l'existence en soi, sentir l'existence en soi. Et pas seulement être comme ça, voilà. Je dirais plutôt l'essence plutôt que l'existence, parce que Ouais, l'existence, c'est sortir d'eux, c'est plutôt l'essence, quelque ouais. chose d'essentiel, pas d'existentiel, Mm. c'est à mon sens. Oui. Oui, mais ouais. Mais en tout cas, on est forcément partiellement éveillé parce que on n'est pas seulement comment dire, dans une existence robotique, mécanique. On est bien forcément connecté à des choses essentielles. Quand on expérimente la disparition d'un proche, ça c'est vraiment, c'est pas possible de traverser la disparition d'un proche sans être partiellement éveillé par ça. Euh, voilà. D'ailleurs, il y a la disparition d'un proche. Tu parlais du lien tout à l'heure, qui est toujours là, avec la filiation. Dans un deuil, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui a écrit c'est un truc que je trouve intéressant. C'est une pasteur qui avait tout un système de croyances et qui a perdu un fils qui s'est suicidé.
Et bon, on était complètement dévastés, là, hein, pour le coup. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Ce lien qui ne meurt jamais ». C'est intéressant. Voilà. Et au-delà de toute croyance, hein, parce qu'elle a eu des manifestations qui sont incroyables, quelque part, et elle qui était très théologienne, elle a été complètement bouleversée par ce lien qui est indéfinissable, mais qui ne meurt jamais, quoi. Et on rejoint la filiation, en fait. Comme tu disais, on est relié à la filiation. Tu parlais de Jésus, c'est pareil, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a quelque chose, quoi. Voilà. Parce qu'on est dans une culture chrétienne aussi. On serait dans une culture hindoue ou musulmane, la forme serait différente. Mais le lien, en tant qu'être humain, à mon sens, il est là. Alors on le voit ou on ne le voit pas, on le ressent pas, mais toute la question de l'incarnation, en fait. Oui, d'ailleurs, justement dans la religion hindoue, c'est vraiment typique de la filiation est partout parce que pour eux, je l'ai déjà dit l'autre jour justement, je sais plus, mais, pour eux, Jésus est un avatar de Vishnu. Et donc, on est tous reliés. Il y a pas, quand on parle de l'unité divine ou l'unité de l'univers, on ne peut pas à la fois dire ça et dire que il y a d'un côté cela et puis d'un autre côté cela. Non, en fait, on est tous reliés à quelque chose de premier, quoi. Merci pour vos réponses et merci pour votre travail. Je vais approfondir le sens des paroles et expérimenter avec douceur. Vous êtes un beau couple au Vietnam. Bonne continuation. Vous êtes un beau couple au Vietnam. On est allé au Vietnam il n'y a pas longtemps, mais là, on est en France. Hein. Je ne sais pas s'il y a une erreur de compréhension, je ne sais pas quoi. Mais voilà, on habite en France. Hein. Bon, du coup, c'est toi, Barge, qui demandait par rapport au sens des mantras. Ouais, donc c'était pas juste de la. Ouais, voilà, ce que tu disais au départ. Je croyais que tu parlais de traduction en français, mais c'était un sens au-delà de la traduction du français, quoi. Donc, j'ai pas besoin de redonner la feuille des mantras. Sabine, est-ce que l'on peut dire qu'un des buts du... Pardon, attendez. Un des buts du yoga Kundalini est de libérer cette énergie, la Kundalini, cette énergie de vie en nous, et ainsi de nettoyer les mémoires négatives bloquantes afin de se connecter à notre soi profond. Je ne sais pas si c'est clair. Un des buts, oui, bon, mis à part le fait de dire que le yoga n'a pas de but, ok, mais bon, non, ouais, une des applications, quoi, on va dire, est de libérer cette énergie. La libérer n'est pas tout à fait le terme, parce que cette énergie est en soi et va rester en soi, et on dit plutôt de la réveiller, quoi, qu'elle s'active, quoi, même si on ne peut pas considérer qu'elle est complètement dormante tout le reste du temps. Mais voilà, c'est ça qu'on représente, c'est quand même une énergie effectivement au repos, comme une forme de serpent, là, entre le deuxième et le troisième chakra, dans la zone entre le premier et le troisième chakra. Et donc cette énergie, quand elle s'éveille, remonte le long de la colonne et harmonise tout le système des chakras. Et donc harmonise totalement quand elle est réveillée comme ça. Un éveil de Kundalini, c'est ça, c'est une harmonie totale de tout le système des chakras. Et donc, du coup, forcément, si on est en harmonie totale, où il y a un nettoyage qui se fait
grâce à ça, en nous devions, et ainsi de nettoyer les mémoires négatives bloquantes afin de se connecter à notre soi profond. Forcément, oui, du coup, ça harmonise tout, donc ça a tendance à libérer, donc pour le coup pas l'énergie elle-même, mais libérer et nettoyer, évacuer tout ce qui est à évacuer, quoi, ouais, donc y compris ce qui bloque. Et comment et donc ça, quand on parle de l'éveil de la Kundalini, ça arrive, c'est ponctuel en fait, en quelque sorte. Mais il y a effectivement un travail de fond, donc qui du coup n'est pas vraiment dans ce qu'on considère dans cette théorie, quoi, n'est pas vraiment l'éveil de la Kundalini, mais en fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'on travaille sur l'équilibre énergétique. Donc que ce soit avec l'éveil de la Kundalini ou un travail plus de fond, quoi, plus global, quoi, donc sur tout le système des chakras et tout le système énergétique. Donc ça a tendance à harmoniser tout ça, à rééquilibrer tout ça. Et donc plus ça harmonise et plus ça rééquilibre, plus par-ci, par-là, tac, ça débloque des choses qui étaient bloquées forcément. Sabine, est-ce qu'une fois qu'elle est éveillée, elle est éveillée pour toujours? Cela peut varier selon ce qu'on vit. Donc, pour aller jusqu'au bout de le premier truc que tu disais, du coup, après tu disais mémoire négative bloquante, afin de se connecter à notre soi profond. Plus on a tendance à être harmonisé, plus on est donc connecté à l'essentiel, parce que plus rien si c'est l'harmonie totale, il n'y a plus rien qui dépasse, quoi, et qui perturbe. Donc en harmonie totale, effectivement, on ne peut que considérer que on est connecté à l'essentiel. Donc notre soi profond, c'est une façon de verbaliser l'essentiel de ce que je suis. Mais c'est l'expérience d'une personne à ce moment-là qui a harmonisé totalement son système et qui est donc dans la capacité à ce moment-là de voir ce qu'il est de manière essentielle quand il n'y a plus les variations. Okay, ce qui est quelque chose d'humainement très très particulier, si c'est l'harmonie totale. Il n'y a pas un événement plus haut que l'autre, il n'y a pas une pensée qui perturbe ce système harmonisé. Hein. Donc ça, c'est très très particulier. Donc si on touche à ça lors d'un éveil de Kundalini, on touche à ça, mais ça, c'est momentané. Ça n'est pas pour toujours. Donc, mais ça, c'est juste ce qui permet de voir. Par contre, ce qui est vu, là, on peut considérer que ça reste, même si je l'ai vu à un instant et que tout de suite après mon mental a raconté des trucs et que l'harmonie donc c'est relâché parce que je suis un être humain et que mon mental continue à fonctionner. C'est simplement, c'est que ça. Si je restais dans cet état, entre guillemets, là, en fait, je ne serais plus dans un état parce qu'il n'y aurait plus personne pour rapporter cet état, pour raconter l'état. Le truc, c'est qu'à partir du moment où je dis que je suis dans un certain état, ça veut dire qu'il y a une personne qui considère cet état. Ce n'est pas un état. C'est l'état d'une personne, peut-être, mais en soi, ce qui est vu totalement, là, ce n'est pas un état, c'est juste ce que je suis. Donc, ok, donc à ce moment-là, c'est l'expérience de la personne qui harmonise tout ça
et qui a donc la capacité d'avoir... Ouais, c'est même plus une histoire de capacité à ce moment-là, en fait, c'est que tout est harmonisé, et donc je vois au-delà de tout le cirque. Voilà, et donc, non, l'énergie de la Kundalini n'est pas éveillée pour toujours. Parce que l'énergie, comme ça, est seulement s'éveille, et forcément ne peut pas rester continuellement comme ça. Sinon, je suis... ok, comment dire, je suis dans la grâce totale, et je reste comme ça, et donc je ne suis plus un être humain, en fait. En quelque sorte, je ne suis plus un être humain. En tout cas, je ne peux plus remplir mes fonctions d'être humain à ce moment-là. Si je reste dans cet état-là, parce que du coup c'est un état, cette énergie de la Kundalini là, et voilà, je suis juste en train d'apprécier, enfin c'est même pas d'apprécier en fait, je suis juste dans l'harmonie totale de l'univers et l'unité totale. Et voilà, mais ça c'est... mais c'est peut-être, c'est justement, comment dire, j'allais dire c'est Bouddha, quoi. Quand Bouddha atteint ça et y reste, c'est un enseignement pour les êtres humains. Mais, et c'est peut-être, tu vois, je veux dire, c'est peut-être une histoire, en fait, aussi, qui y soit restée. Enfin, voilà. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là. Mais en tout cas, ça n'est pas humainement envisageable de rester avec l'harmonie totale. Parce que ça n'est pas humain, parce que l'humain est duel. Et il faut juste... voilà, il faut accepter ça. L'humain est duel, mais il n'y a pas de problème. Voilà, on a souvent ce fantasme-là, justement, de rester. La Kundalini est éveillée, c'est nickel, et là, j'ai plus aucun problème. Mais j'ai plus aucun problème. Mais si j'ai plus aucun problème, j'ai plus de vie humaine si j'ai plus aucun problème. Il va bien falloir manger, il va bien falloir trouver à manger. Donc voilà. Donc c'est juste, ouais, c'est la nuance, quoi, entre l'énergie de la Kundalini qui s'éveille et avoir vu. Et donc ça, par contre, avoir vu, alors oui, pardon, du coup, c'est possible aussi, l'énergie qui s'éveille, l'harmonie totale, mais l'harmonie totale tellement fugace, rattrapée par le mental, qui raconte « Oh, super !» Ah, vraiment, cette énergie, c'était super, l'énergie là. Et vraiment, j'ai atteint un truc, j'ai vu... si ça, hein, j'ai vu la lumière et tout, je me moque pas. Hein, donc j'ai vu la lumière, ou alors j'ai vu je sais pas quoi, ce qui correspond à mes représentations de quelque chose de divin, ou donc des nuages, l'océan, le ciel, l'univers entier, voilà, la terre de loin. Ou, je sais pas, une licorne. Donc, il y a un truc qui m'a parlé vraiment, parce que mon animal totem me l'avait dit avant, et donc là, je l'ai revu, et tu vois, enfin, il est venu me parler, tout ça, enfin, il n'y a aucun problème à ça, en fait. Hein, mais voilà, là, à ce moment-là, il y a encore toutes les représentations d'une personne qui remet le truc dessus. Et donc, tu as vu, en fait, ce qu'il y avait au-delà. T'y étais, mais tout de suite, on raconte. À l'intérieur, hein, tout de suite, on raconte, tout de suite, on rattrape le truc comme une expérience personnelle. Et voilà. Donc, à ce moment-là, c'est une expérience d'éveil, on appelle ça. C'est incroyable, mais l'expérience de la personne qui raconte, une expérience d'éveil, quoi. Il y a à laisser passer ce truc-là aussi qui est phénoménal, qui est spectaculaire. Et on est, évidemment, quand on dit ça, on n'est pas en train de dire « Ah, mais c'est pas bon, il faut le jeter avec le reste ». C'est juste,
il faut le laisser passer avec le reste, tranquillement. Et il faut le laisser passer pas comme un objectif, comme un projet de tout laisser passer parce que rien n'importe. Mais si on est en recherche de ce qu'il y a au-delà, et ben de ce qu'il y a au-delà de cette personne, il va falloir laisser passer aussi ça, parce que ça fait partie aussi de la personne. La représentation du ciel, l'océan et tout ça là. Merci à toi Sabine. Bon, peut-être on va en rester là. Sauf si vous avez une dernière question ou une dernière observation. Ok. Ah, Arjan Kirtikor, il y a des personnes qui pratiquent la Kundalini que pour l'éveil. Ouais. Bah, objectif unique, égale fantasme, et donc frustration, pour faire une réponse rapide. Si c'est vraiment mon truc, moi je vise ça, quoi. C'est ça qu'il me faut. Donc, bon, après je finis sur le premier truc que tu as dit. Donc si je vise un truc, c'est ma représentation en fait. Je vise quelque chose et j'en ai une image. J'en ai un fantasme. L'éveil, qu'est-ce que c'est? Forcément, si je le vise avec précision, c'est ça qu'il me faut. Alors je projette beaucoup trop de choses dessus pour que ça arrive facilement, quoi. Mais bon, c'est pas voué à l'échec continuel, hein, mais c'est juste forcément il y a trop de projections. Il y a vraiment un des grands enseignements, c'est d'accepter ce qui arrive, quoi, quand même, en premier lieu. Donc, du coup, si je veux vraiment, forcément provoquer l'éveil, il y a un truc qui est beaucoup trop présomptueux, qui manque d'humilité, quoi. Il y a une méditation qu'on nous donne à faire. Enfin, je dis qu'on nous donne à faire, qu'on m'a donné à faire, moi, parce que j'attendais beaucoup trop, mais pas par rapport à la pratique, par rapport à autre chose. Il y avait quelque chose que j'attendais très fort. Et voilà, c'est Ekonka Sadguru Prasad Ekonka, dans cette posture-là, là, vraiment une posture pour d'attendre, de recevoir ce qui doit descendre, quoi. Ce qui doit descendre. Alors donc, beaucoup disent que ce yoga est dangereux, ils disent que les enseignements ressemblent à des talibans. Les enseignants ressemblent à des talibans. Bon, est-ce qu'on vraiment discute de ça? Ah oui, non, mais justement, t'as un emoji qui rigole, donc c'est pas pour discuter, c'est juste pour rigoler. Oui, bon, voilà. Bon, ben, c'est aussi ce fantasme du yoga qui est dangereux. Alors, dangereux, évidemment, quand on dit dangereux, c'est pas juste on va se faire mal au dos, hein. Là, quand on dit dangereux, c'est dangereux parce qu'on aurait la tête qui flambe ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a trop d'énergie qui monte et tout. Voilà. Bon, il y a des témoignages, hein, de gens qui... le yoga Kundalini les a fait vriller.
psychologiquement, etc. À cause de ce fameux éveil, comme tu dis. Euh, bon, moi, on peut pas mettre la responsabilité d'une pratique, bien sûr, euh, par rapport à, voilà, à des gens qui auraient vrillé, en fait. Donc, ils ont vrillé pourquoi? Et si c'est vrai, ils ont vrillé pourquoi? À ce moment-là, ils ont vrillé, enfin, mais il y avait un souci avant quand même, non? En tout cas, il y a un travail à faire, donc euh, bon, enfin, bon, de toute façon, il y a des histoires comme ça dans plein de pratiques, hein. Euh, Forcément, il y a des déséquilibres psychologiques, en fait, hein, émotionnels, tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, dans la personne, il y a des déséquilibres qui font que peut-être cette expérience est trop forte à ce moment-là pour que la personne la supporte. Et donc, oui, du coup, s'en fasse tellement une histoire euh, que, que du coup ça lui provoque des troubles en plus. Mais ces troubles qui sont pas des troubles irréversibles, quoi, comme tous les autres troubles, a priori. Enfin bon, je suis pas assez spécialiste des troubles psychologiques pour vraiment en parler, mais bon, on se heurte à pas mal de négativité lorsque l'on dit qu'on pratique ce yoga, même vis-à-vis d'autres enseignants d'autres yogas. Ouais, bon. Bon, on aurait abordé ça tout à l'heure, on aurait pu et tout, mais là, c'est difficile de re-rentrer là-dedans. En plus, justement, comme tu dis, pas mal de négativité, donc et bon, ça se voit partout en fait, hein, mais effectivement, on peut considérer que le yoga Kundalini bon, a subi un peu plus ça, mais bon, et d'autres yogas par rapport à des gens qui trouvent que le yoga c'est complètement farfelu vont dire aussi ça d'autres yogas, et puis de Vipassana, vous vous rendez compte, en silence pendant 10 jours, c'est complètement dingue. Moi j'ai un ami, il a fait, au bout de 3 jours il est parti, il est devenu dingue, il s'est enfermé chez lui pendant une semaine après, etc. Mais il aurait mieux fait de rester au Vipassana. Et bon, bah voilà, et puis bon, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Il y a- on fait du jet ski et puis on fait un accident et puis c'est dramatique et puis c'est pas pour ça que bon bah il faut dire qu'il faut vraiment interdire le jet ski. Il y a d'autres raisons d'interdire le jet ski, mais il y a du danger partout, donc forcément on peut toujours trouver des exemples de ça. L'essentiel, c'est de savoir que, bon, bah oui, le yoga doit être accompagné, bien sûr, euh, même d'autres yogas, accompagnés. Et quand on parle d'éveil de la Kundalini, c'est pareil, ça doit quand même être un peu sérieux, quoi. Ça doit être accompagné. Et puis si vous entendez dire que moi, je vous éveille la Kundalini comme ça, par apposition des mains, euh, ou par une expérience même si d'une demi-heure, quoi, où allez, on y va, tac, tac, et ça y est, c'est bon. Bon, bah là, oui, moi j'aurais tendance à dire que bon, c'est un petit peu trop à la légère par rapport à la puissance que ça a. Donc c'est ça aussi les expériences qui sont rapportées où peut-être le yoga Kundalini ou l'éveil de la Kundalini s'est mal passé. C'est mal passé, mais dans quel contexte, c'est de la même manière, ça me fait penser au chamanisme. Bon, si on ingurgite du peyote ou des champignons hallucinogènes, bon, dans une fête avec de l'alcool et de la cocaïne et en écoutant de la techno, bon, eh ben, on ne peut pas dire que le problème c'est le champignon hallucinogène.
on prend le champignon hallucinogène dans le cadre d'un rituel chamanique, etc., il ne va pas se passer la même chose. Et voilà, je crois que là, j'ai trouvé le bon parallèle. Voilà, on peut pas comme ça mettre la responsabilité d'une pratique, mais bon, c'est classique, hein. Bon, après tu dis certains l'assimilent à l'islam, bon, bon bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis en plus, l'assimile à l'islam, mais quoi? C'est un problème? L'islam, il y a un problème? Non, parce que ceux qui l'assimilent à l'islam, du coup, partent du principe que l'islam est un problème, donc. Et que, bon, Sabine Velin, grand merci, gratitude, très beau dimanche à toutes et tous. Ma voisine qui a dû entendre des chants m'a demandé si j'avais des origines arabes. Oui, moi. Bah, si c'était avec curiosité et bienveillance, pourquoi pas? Bon, voilà. Notre monde dépend de comment on se le représente chacun. Donc forcément, on a nos limites. Et donc c'est ce qui s'appelle, c'est ce qu'on appelle l'intolérance de l'autre quand il a ses limites et qu'il voudrait que tu aies les mêmes, quoi. Donc et voilà. D'où la grande phrase, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, qui est vraiment un truc qu'il faut déconstruire quand même, parce que la liberté des uns commence là où commence celle des autres et s'arrête là où s'arrête celle des autres, parce qu'en fait, on est tous pareils, on est tous dans le même bateau et on est tous enfin bon. Donc, le monde est ce qu'il est car les gens sont ignorants. Bouddha. Ah, je connaissais pas. Ouais. Les gens sont ignorants. Ça m'étonne cette formule, un peu. Mais bon, pourquoi pas, ouais. Il y a ce côté les gens, ouais, bon. Bon, on a tous, ouais, on a tous un monde défini par notre mental et donc des peurs liées à l'inconnu au-delà de ses limites du mental. Et donc ces peurs engendrent l'intolérance et donc et les guerres, etc. Voilà. Bon, hein, Marie B, je la vois faire coucou, mais je n'entends pas. Mais bon, c'est bon. Bon, allez, on va s'arrêter là. 9h20. Ah oui, non, elle disait au revoir en fait. Elle disait coucou pour dire au revoir. Bon, merci à tous. Bonne journée. À tout à l'heure, peut-être 17h30. Dans 6 heures, dans 8 heures. Allez, bonne journée à tous.